l'industrie agroalimentaire passe bien évidemment par Internet, par les objets connectés, les données numériques. La distribution à l'ère du Big Data, c'est le thème de cette troisième conférence qui va nous être présentée par Christine Balaguet, titulaire de la chaire Marketing et réseaux sociaux à l'Institut Mines Télécom. Elle a une double casquette. Christine Balaguet est aussi vice-présidente du Conseil national du numérique. Cette instance indépendante conseille les pouvoirs publics, éclaire les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Je dirais aussi que Christine Balaguet a publié un très très grand nombre d'ouvrages sur la question. Christine Balaguet. Et maintenant, vous êtes familier de la règle du jeu. Après l'intervention de Christine Balaguet, vous aurez l'opportunité de poser des questions pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais parler de ce sujet de distribution et de big data. Et je vais l'introduire en repartant sur aujourd'hui toute la transformation de nos sociétés par la métamorphose numérique. Alors, il y a deux manières de regarder cette évolution digitale. Il y a une première manière de regarder la métamorphose numérique qui est une approche souvent technologique, c'est-à-dire qu'on dit il y a une transformation digitale en raison de nouvelles technologies qui se sont développées et on prend souvent donc je dirais la métaphore de la troisième révolution industrielle avec la première révolution qui est l'imprimerie, la deuxième révolution qui est au 19e siècle, la révolution industrielle, et enfin la troisième révolution qui est la révolution digitale. Mon propos ce matin, c'est de dire qu'on peut voir cette métamorphose numérique d'une autre manière, qui est l'évolution de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, ou ce que l'on appelle en français le pouvoir d'agir des individus. Et si je reviens rapidement sur l'historique, depuis le début de l'Internet en France, c'est-à-dire il y a 25 ans, c'est pas nouveau tout ça, on n'est pas dans un univers nouveau dans le digital, c'est ancien. Il y a eu 4 phases d'évolution de la capacité d'agir des individus. La première phase, c'est au début des années 90. On est dans une phase demand-based, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est capable de faire le consommateur? Il est capable d'aller sur un site web, il est capable de switcher de site web, donc d'aller à la concurrence, c'est-à-dire il est acteur de churn. Et puis, fin des années 90, arrive Amazon, il est capable d'acheter beaucoup de produits sur une même plateforme et il a accès à une information plus large avec l'arrivée de Google en 98. Deuxième phase, c'est début des années 2000, c'est la phase information-based, c'est-à-dire que le consommateur a une capacité d'agir plus importante de par le fait qu'il va produire de l'information, se crée des blogs, se crée TripAdvisor, qui impacte très fortement le tourisme aujourd'hui, se crée des sites avec des consumer reviews où les gens vont noter les produits, vont noter les services. Troisième capacité d'agir, donc à chaque étape, vous voyez que cette capacité d'agir augmente, c'est une capacité d'agir network-based, c'est-à-dire que se créent des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, où les individus vont commencer à se relier avec des amis, des gens qu'ils connaissent, et donc créer, par exemple, des pages Facebook anti-marque ou pro-marque, et des communautés qui se créent. Et enfin, aujourd'hui, on est dans la phase crowd-based et Internet of Things, c'est-à-dire Internet des objets, où en fait cette capacité d'agir, elle est accrue par le fait que les gens peuvent faire appel à la foule, donc des gens qu'ils connaissent, mais aussi des gens qui ne connaissent pas. Cette foule, ça donne l'économie collaborative, dont on parlera cet après-midi. Je peux louer mon appartement à quelqu'un qui est à New York, et puis cet Internet des objets, il me permet de mesurer la performance des objets que je vais utiliser. Donc pourquoi je vous parle de cette évolution de la capacité d'agir? Parce que cette évolution croissante de la capacité d'agir, qui est une autre manière de regarder la métamorphose numérique, fait que quel constat on peut avoir aujourd'hui? C'est le constat qu'on est à l'ère de ce que l'on appelle le massive information sharing, c'est-à-dire que quand on regarde le contenu du web, 2/3 du contenu digital est créé et consommé par des individus, que ce soit sous forme vidéo, texte, image ou réseaux sociaux. Et vous avez cette tendance qui ne va faire que croître. Ça veut dire que aujourd'hui, si l'on veut comprendre les marchés, eh bien, il faut passer à cette notion de big data, et on n'est même plus dans le big data, on est dans le huge data. Je passe très vite, vous connaissez
comment on définit le big data, mais juste un petit rappel, on sait bien que c'est du volume, on sait bien que c'est de la vélocité, c'est du temps réel, on a des données tout le temps, et puis c'est de la variété, on a des données quantitatives, mais on a des données de texte, on a des conversations, donc tout un tas de données non structurées qu'il va falloir analyser. Et tout ça, ça va très vite. Ce huge data, vous avez quelques chiffres à droite. Aujourd'hui, on a 58 millions de tweets qui sont écrits tous les jours. On a 6 milliards de vidéos qui sont regardées chaque mois sur YouTube. Donc, on va aller dans cette ère massive de ce partage d'informations sur le web. Donc, le secteur de la distribution, comme évidemment les autres secteurs, sont touchés par cette évolution de la capacité d'agir qui donne aux individus cette possibilité de partager de manière massive des informations sur des communautés et sur Internet en général. Donc, dans un monde digital, le commerce est en train d'évoluer. Et on pourrait résumer, je dirais, 3 grands axes d'évolution de ce commerce. Le premier axe, c'est autour évidemment de la digitalisation des points de vente. Aujourd'hui, on voit un certain nombre effectivement de points de vente avec des corners qui sont connectés, qui permettent de reconnaître des produits et d'avoir des informations sur des produits. Et on peut imaginer tout un tas d'autres applications. La deuxième évolution, c'est la percée des technologies mobiles. Aujourd'hui, on peut géolocaliser les individus avec, évidemment, le mobile. Et ça introduit également une nouvelle manière d'être en lien avec le consommateur dans le magasin. Et enfin, la troisième évolution, c'est la diffusion des objets connectés, où on est au tout début en France de ce phénomène, sachant que si on regarde l'ensemble de ces 3 évolutions, ce qui caractérise ces évolutions, c'est que c'est évidemment des évolutions qui vont permettre de collecter de la donnée, et la maîtrise de cette donnée dans cet univers devient absolument décisif. Alors, derrière ça, nous avons toujours des consommateurs, si je prends cette vision du consommateur, qui, lui, peut faire plein de choses. Il peut faire du commerce sur Amazon, il peut acheter sur Internet, mais il peut de plus en plus aussi acheter directement par son mobile, alors qu'il est aussi en situation d'acheter dans un magasin. Donc, piloter l'ensemble de ces données que l'on va récupérer avec tous ces systèmes est effectivement une question de survie. Alors, quand on parle de big data, il y a 3 éléments majeurs qu'il faut avoir en tête. Le premier élément, c'est qu'il faut s'intéresser à la collecte des données. Collecte des données pour un distributeur, on sait que les distributeurs ont beaucoup de données aujourd'hui, probablement très sous-exploitées par rapport à tout ce que l'on pourrait faire, mais ce sont des données qui vont être issues de la logistique, qui vont être issues des moyens de paiement, qui vont être issues des cartes de fidélité, du SAV, des forums, des réseaux sociaux et des sites web. Donc, le premier élément pour je dirais, prendre en main s'attaquer à cette question du big data lorsqu'on est distributeur, c'est qu'il faut mettre en place un système de collecte des données avec des données qui sont utilisables par la suite. Le deuxième élément, c'est qu'il faut agréger ces données de sources différentes. Combien de sociétés n'agrègent pas des données entre le SAV, les sources qui viennent de mobile? On sait bien que le multicanal est développé dans un certain nombre d'entreprises, mais on peut avoir quelqu'un qui est en train de râler dans un SAV et qui reçoit en même temps un email pour acheter un produit, par exemple. Donc, il y a nécessité d'agréger ces données, d'avoir une information sur toutes les sources sur le même individu. Et enfin, le troisième et plus gros enjeu, c'est l'analyse de ces données. Donc là, aujourd'hui, le big data nous amène à avoir des data scientists, donc des gens qui ont un profil particulier pour comprendre les marchés, pour détecter, optimiser, tracer et puis avoir des modèles prédictifs qui vont permettre d'améliorer effectivement le chiffre d'affaires et la rentabilité. Donc, quand on essaie de réfléchir aux objectifs de ce big data dans la distribution, l'idée c'est évidemment d'écouter. Cette notion d'écoute est très importante, en particulier sur le web. Mieux comprendre ses consommateurs, c'est toujours l'idée d'ajuster ses gammes de produits, même si cet objectif est ancien. Avec une connaissance plus importante sur les clients, on va avoir des informations plus précises. Donc, on est aujourd'hui dans cet Internet des sujets, qui est aussi l'Internet des objets, mais Internet aussi des sujets et des consommateurs. Et donc, l'idée, c'est d'anticiper les comportements, c'est de mettre en place des analyses prédictives de parcours consommateurs. Alors, tout ça
bouleverse quand même le commerce, c'est-à-dire qu'il y a un premier objectif minimum qui est d'améliorer les modèles existants, d'être plus performants, mais on peut aussi imaginer qu'on inverse la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va se centrer sur l'analyse du consommateur, sur l'analyse du client, en collectant de plus en plus de données sur lui. On va avoir aussi un déploiement dans des écosystèmes qui sont dominés par des logiques de plateforme, où on va justement centraliser ces données, j'y reviendrai tout de suite après. Et puis, on peut avoir également un dépassement de l'opposition traditionnelle entre des modèles de coût-volume, qui est le modèle classique, ou des modèles de différenciation. Donc, on va changer un tout petit peu de modèle de réflexion dans le domaine du commerce. Et enfin, ce qui est nouveau, c'est que, eh bien, on peut avoir à la fois des prix compétitifs et des services de qualité personnalisés. Et là, on est en concurrence directe, effectivement, avec des sociétés que vous connaissez, qui sont évidemment Amazon, qui a complètement personnalisé le service, tout en gardant quand même des prix compétitifs, et jusqu'à aujourd'hui, un service personnalisé avec une réflexion sur des logistiques et une livraison par drone. Alors, je veux juste aussi revenir sur, dans cet univers du big data, on est dans une situation très particulière aujourd'hui. On est dans une situation où pendant ces 25 ans d'Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un certain nombre de gros acteurs qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont devenus les acteurs dominants sur les données. En particulier Amazon dans le domaine du commerce, Google dans le domaine du search, Apple sur le mobile et Facebook sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui se pose comme question aujourd'hui, c'est comment je fais pour collecter de la donnée alors que la donnée principale se trouve aujourd'hui chez ces GAFA. Alors ces GAFA, ce sont des modèles qu'il faut regarder de manière précise et qu'il faut comprendre et qu'il faut que les distributeurs comprennent. Ce sont des marchés que l'on dit bifaces, voire trifaces, c'est-à-dire que on a un premier marché des GAFA qui est le fait d'avoir développé des plateformes gratuites, donc l'usage est gratuit, très simple à utiliser, ça répond à un besoin. D'où des milliards d'individus dans le monde qui se mettent à utiliser Google, Facebook ou des services de ce type. Donc là, évidemment, ce modèle, c'est un modèle qui n'est pas économique puisqu'il n'est pas rentable, mais qui permet cette collecte massive des données dont je parlais tout à l'heure. La deuxième phase du marché de ces plateformes, c'est le fait d'avoir collecté des données et d'en développer un modèle économique, c'est-à-dire de développer des algorithmes, et on est bien au cœur du big data, à partir de cette collecte massive de données, de manière à, évidemment, revendre ces algorithmes dans le cadre d'un marché publicitaire. Donc, on voit bien que là, on est dans un marché biface, c'est-à-dire on collecte de la donnée par un service qui nous permet ensuite de commercialiser une autre offre, et c'est ça qui nous permet de vivre. Et enfin, il y a une troisième phase de ce marché des GAFA qui est aussi intéressante, qui est le fait que certains GAFA développent des services qui sont concurrents des acteurs, par exemple Google Shopping, qui est une plateforme de commerce en ligne qui va concurrencer des entreprises de services en ligne qui achètent de l'espace publicitaire sur Google. Alors pourquoi je vous parle de ce modèle GAFA? Parce que ces GAFA, ils posent des questions sur tous les marchés, dont le marché de la distribution aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont des sociétés qui, par ces modèles qu'ils ont créés depuis 25 ans, sont devenus donc acteurs dominants, collecte massive de données sur les individus. Et ça leur permet aujourd'hui d'attaquer tous les marchés, que ce soit l'assurance, que ce soit la santé. On sait bien que la santé est un des gros axes de stratégie pour ces acteurs, mais également la distribution. Donc un distributeur aujourd'hui, eh bien, doit absolument, je dirais, s'intéresser au big data et s'intéresser à la collecte de ces données, à l'analyse de ces données, parce que pour l'instant, les acteurs qui collectent ces données, eh bien, ce sont ces acteurs dominants et qui ont un pouvoir aussi, je dirais, financier qui est très très important et donc qui peuvent arriver très vite sur de nombreux marchés. Dernier point, c'est que aujourd'hui, eh bien, on est au début des objets connectés et donc on est dans ce nouveau paradigme où toutes nos vies sont mises en données. Donc, on va avoir pour les distributeurs aussi, eh bien, beaucoup de données qui vont être issues de ces objets connectés. Pour ceux que ça intéresse, il y a une grande conférence sur la distribution connectée qui aura lieu au mois de juin à Paris avec beaucoup de start-up et beaucoup d'acteurs de la distribution sur cette question.
Alors, du coup, qu'est-ce que doivent faire les distributeurs? Et je vais juste rapidement vous montrer quelques exemples. Des exemples qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'alimentaire, mais qui sont très intéressants. Vous avez là l'exemple de Burberry, qui a lancé un flagship digital à Londres, qui est un magasin entièrement connecté. Et qu'est-ce qui se passe? On fait du social and mobile clienteling, c'est-à-dire que lorsque le consommateur arrive dans le magasin, eh bien, on le reconnaît, on a par l'application mobile accès à toutes ces informations et on va, à partir de ces informations, savoir si cette personne qui rentre dans le magasin, elle a diffusé de l'information négative ou positive sur l'entreprise, en l'occurrence Burberry, récemment, sur Twitter, sur Facebook ou sur un autre forum. On sait quel est son niveau de satisfaction, si elle a répondu à des enquêtes de satisfaction, on sait ce qu'elle a acheté précédemment. Et donc, on va avoir par le social et par le mobile, par l'analyse massive de ces données, eh bien, une meilleure interactivité avec son client directement dans le magasin. Et ça se fait évidemment par des applications mobiles utilisées par les consommateurs. Une autre manière de regarder le big data, c'est de s'intéresser pour les distributeurs aux réseaux sociaux. Je dirige une chaire de recherche sur les réseaux sociaux à l'Institut Mines Télécom et on a un projet en collaboration avec Mille Merci et Normal Subcachant où en fait on fait du big data sur les réseaux sociaux, on collecte massivement la donnée et l'objectif c'est d'améliorer le CRM. Et je vous montre un cas sur lequel on a travaillé, qui est Carrefour Drive. Carrefour Drive, c'est un distributeur que vous connaissez bien, mais ce qui nous intéressait là, c'est de regarder comment on pouvait analyser les données de ce service Drive de Carrefour pour aider Carrefour à développer ce service. Et donc, on est dans le big data puisqu'on avait toutes les données d'achat de Carrefour, plus de 2 millions d'achats, plus toutes les données de ce que disent les gens sur Carrefour Drive sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui est intéressant dans le big data, c'est qu'on va croiser ces données pour améliorer le CRM et mieux connaître nos consommateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que le big data pour la distribution? C'est que, du coup, on est obligé d'avoir une infrastructure big data. Donc là, il y a une partie technologique dont je ne vais pas parler, mais qui est de l'Hadoop, du MongoDB, des choses un peu nouvelles qu'il faut implémenter pour récupérer toutes ces données, les collecter, puisqu'on est sur des données massives en temps réel et des données structurées et non structurées. Donc après, on va scorer les clients. Donc, typiquement, on a scoré, par exemple, l'engagement, l'influence. On peut qualifier les individus suivant des critères un tout petit peu nouveaux. Et puis, on va regarder ce que l'on appelle des réseaux. On va non pas regarder l'individu tout seul, mais on va regarder les réseaux. Et là, on s'intéresse à des travaux de Pentland ou MIT aux États-Unis qui dit que, dont les travaux disent le comportement d'un individu sur un certain nombre de marchés est de moins en moins expliqué par son profil classique ou ce qu'il a acheté avant que par les interactions qu'il a avec d'autres individus sur des réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher et analyser le réseau d'amis ou le réseau de connexion d'un client en particulier. Et là, on est allé regarder le nombre de clients qu'il y a dans le premier réseau, voire le deuxième réseau, de chaque client de Carrefour Drive. Et derrière, on a monitoré. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a développée, qui est une plateforme de monitoring. Donc ça, c'est du big data. Sur Carrefour Drive, on monitore toutes ces données issues des données à la fois de données d'achat et puis des données de réseaux sociaux. Donc, vous avez des données non structurées et des données structurées. Donc, je passe sur toutes ces choses-là. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en haut à droite. Vous voyez qu'on peut relier des données sociales à, effectivement, après des comportements d'achat. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez des gens qui parlent, quelqu'un qui parle sur le réseau social, qui va dire, voilà, est-ce qu'il y a un drive bientôt dans Limoges? Et puis, on va regarder derrière si on a un score RFM. Le score RFM, c'est un score très classique en marketing qui mesure la récence, la fréquence et le montant de l'achat. Et donc, on va corréler ce que disent les gens sur les réseaux sociaux avec le montant du panier. Et on va voir l'impact de ce que disent les individus sur les réseaux sur les ventes. Voilà. Et donc, ça, c'est un article qu'on a montré aux États-Unis l'an dernier, qui est simplement, on va modéliser. Alors, le big data, je vous montre directement ce tableau parce que c'est aussi ça. C'est aussi des modèles. Donc, il faut se familiariser avec de la technologie, Hadoop, MongoDB, etc., mais aussi avec de la modélisation. Et probablement que les futurs marketeurs seront des marketeurs scientists.
Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a regardé l'impact de tous les commentaires et de tous les posts sur les réseaux sociaux de gens qui avaient parlé de Carrefour Drive sur les achats, effectivement, de Carrefour Drive et montre un impact positif. Donc, un lien entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe en termes de comportement d'achat. Autre exemple, c'est aussi un autre exemple sur lequel nous on travaille, qui est le big data. C'est penser aussi out of the box. C'est pas forcément rester tout seul dans son coin, et donc c'est avoir des collaborations et travailler dans le cadre d'une intelligence collective. Et donc on a développé dans un autre projet une plateforme qui s'appelle FanVoice, qui est une plateforme où les consommateurs viennent imaginer des nouveaux produits et des nouveaux services. Et donc, lorsque un distributeur a imaginé ces magasins digitaux, a imaginé les objets connectés qu'il va utiliser dans le magasin ou des collectes de données, eh bien, cette plateforme d'innovation est extrêmement intéressante. Donc, quel est simplement le principe? C'est que on a une plateforme dans laquelle les gens viennent donner des idées nouveaux de produits et de nouveaux services, sauf qu'on est dans le big data, puisqu'on peut avoir 16 000 personnes pendant 6 mois qui vont nous donner des idées de nouveaux produits et de nouveaux services sous forme de texte, de photos, et qu'il va falloir analyser de manière automatique tout ça. Donc là, on rentre là aussi dans des techniques de big data. Lorsqu'on fait du big data, il faut faire du text mining, il faut aller chercher du contenu de ce que les gens disent, les catégoriser. Quand on a 16 000 idées, eh bien, il faut aller catégoriser ces idées. Il faut aller regarder si les gens parlent positivement ou négativement. Et il faut aller regarder si on peut qualifier l'idée selon son niveau d'innovation pour que, effectivement, les acteurs puissent récupérer ces idées et les mettre en place derrière. Donc, simplement pour dire, le big data, c'est ce qui se passe dans le magasin, mais c'est beaucoup plus large, évidemment, que ça. Je passe sur ce slide. Juste quelques autres exemples qui ne sont pas pris dans la distribution, mais que je vous cite parce qu'ils peuvent être appliqués dans la distribution, qui sont des exemples de succès dans le domaine du big data. Vous le savez probablement, mais Netflix, qui est un distributeur de vidéos, Netflix a sorti une série qui s'appelle House of Cards, et cette série, la dernière, est entièrement construite sur la base de l'analyse big data des clients de Netflix depuis le début. Et donc, ils sont allés regarder ce que les gens regardaient le plus souvent. Ils ont analysé vraiment de manière massive toutes les données, et ils ont construit cette nouvelle saison, eh bien, en fonction d'une analyse des données. Donc, on voit bien que c'est intéressant. Et puis, je cite juste le Crédit Mutuel Arkea, parce que c'est c'est sur une base de données clients. Il y a aussi des gains de temps par le big data qui sont très, très intéressants. C'est qu'aujourd'hui, si on met en place des traitements big data, notamment des technologies comme Spark ou MongoDB ou Hadoop, eh bien, on peut traiter l'information beaucoup plus vite. Et quelqu'un de chez Google est parti chez Crédit Mutuel Arkea et a changé le système interne, et ils arrivent en 15 minutes au lieu de 24 heures à simuler les sommes approvisionnées sur 30 ans sur 2 millions d'emprunteurs. Donc, on sait bien que les distributeurs, ils n'ont que des données massives, et donc il y a un gain aussi très très fort sur l'analyse, la rapidité d'analyse des données. Voilà, c'était pour illustrer ce point. Je termine par un petit point qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux visions du big data. On peut avoir cette vision technologique que j'ai essayé de partager avec vous, c'est-à-dire de dire c'est des nouvelles technologies, il faut s'y mettre, s'il faut des data scientists, et malgré tout, ce big data, il transforme tous les métiers, pas que celui de la distribution, mais il transforme les métiers du marketing, de la communication, de l'assurance, de tous les secteurs, dont la distribution. Simplement, on ne peut pas parler de big data sans parler aussi de l'impact sociétal du big data, c'est-à-dire quand on fait du big data, on récupère et on collecte massivement de la donnée, donc il faut parler de traces, il faut parler de surveillance, et il faut parler quelque part de ce monde d'algorithmes ou d'algorithmie poussés à l'extrême. Donc le big data, c'est aussi du machine learning, c'est faire de la prédiction, faire de la recommandation, et donc beaucoup de secteurs travaillent là-dessus, et donc on se pose la question aujourd'hui, en tout cas il y a des débats, autour d'une société où tout deviendrait algorithme. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans notre société si, eh bien, on est systématiquement, dans tous les services qu'on utilise ou tous les produits qu'on utilise, avec des systèmes de recommandation qui orientent nos choix,
que ce soit lorsqu'on se déplace pour un rendez-vous. Aujourd'hui, on a tous nos systèmes de recommandation, ou que ce soit quand on achète un produit alimentaire. On sait bien que ce sont des algorithmes de recommandation. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire le livre d'Evgeny Mogorov, là en haut à droite, qui est très négatif, mais en tout cas, c'est juste pour lancer le débat, ou enfin en tout cas susciter le débat, sur cette idée de qu'est-ce que devient notre société si tout devient algorithme. Et donc, effectivement, la question qu'il faut se poser lorsqu'on traite du big data, c'est la question de l'éthique et la question du respect de la confiance sur les marchés. Les sociétés probablement qui feront du big data, qui réussiront dans ce domaine, en particulier lorsqu'on collecte massivement de la donnée sur des consommateurs, ce seront des sociétés qui mettront l'éthique au milieu au centre de leur activité big data. Ça veut dire un respect des données, un respect évidemment des données personnelles, mais ça va beaucoup plus loin que je respecte la CNIL, et se poser des questions sur est-ce que si je fais de l'algorithmie, est-ce que je fais des algorithmes de recommandation, je ne fais pas de la discrimination, etc., etc. Donc il faut se poser cette question. Et je termine simplement par ce dernier slide pour lancer le débat. Aujourd'hui, le big data, en particulier dans la distribution, mais comme partout, c'est une question de survie. Piloter ces données, faire du big data, c'est une question de survie. Et je ne sais pas si vous connaissez l'hypothèse de la reine rouge, qui est une hypothèse qui est utilisée dans le domaine de la biologie par les biologistes, dans le domaine de la coévolution. Vous savez qu'en biologie, si on ne s'adapte pas à l'environnement, c'est les thèses de Darwin, mais c'est les thèses des coévolutionnistes. Si on ne s'adapte pas à notre environnement, au bout d'un certain temps, on meurt. Et donc, je suis simplement très provocatrice avec ce slide-là, mais l'hypothèse de la reine rouge est reprise aussi par Alice au Pays des Merveilles, que vous connaissez tous. Et à un moment donné, dans Alice au Pays des Merveilles, vous avez la reine rouge qui se met à courir et Alice qui se met à courir derrière la reine rouge et qui dit à la reine rouge « Mais reine rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. » Et effectivement, l'idée derrière ça, c'est quoi ? C'est qu'on doit, dans cet univers digital, dans cet univers des objets connectés, du crowd, de l'économie collaborative dont on parlera cet après-midi, absolument évoluer rapidement, évoluer vers cette technologie de big data, évoluer vers cette évolution et cette métamorphose digitale, parce que si on ne suit pas le train aussi vite que la société évolue, que ces technologies évoluent, malheureusement, on risque de rester à l'écart. Voilà. Christine Balaguet, merci beaucoup. Voilà, est-ce que les histoires de big data, de huge data, de reine rouge suscitent chez vous des questions ? C'est l'occasion, nous avons quelques minutes pour prendre des questions. Voilà, alors, il y en a un certain nombre sur la gauche. Monsieur, ensuite madame. Si vous voulez bien vous présenter et essayer d'être assez bref dans vos interrogations ou vos remarques. Bonjour Madame Balague, Fabrice Caburet, IUT de Dijon, Université de Bourgogne. J'aurais juste une petite question à vous poser par rapport à la fin de votre intervention. Vous avez parlé justement des GAFA. Et depuis 6 mois, il y a une loi anti-GAFA qui est en train de se profiler en Europe. Est-ce que ça risque pas de freiner un petit peu ces GAFA ? Oui, il n'y a pas que des lois en Europe. C'est un sujet qui est... Mais c'est pas qu'en Europe, en fait. Le problème des GAFA, c'est... Il y a plusieurs parties. Il y a un problème qui est un problème purement fiscal, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui se sont constituées de manière tout à fait légale depuis 25 ans sans payer aucun impôt dans aucun pays. Et donc, tous les pays, aujourd'hui, sont en train d'essayer de récupérer une fiscalité, y compris les Américains, y compris l'État américain, qui essaie... donc, il y a des premières réflexions autour de... et là, je prends juste ma casquette Conseil national du numérique, autour de la fiscalité, comment on fait pour que ces sociétés soient soumises à l'impôt comme toutes les sociétés, voilà, parce que ça devient, je dirais, un argument concurrentiel. La deuxième chose, c'est sur la... C'est un peu ce que j'essayais de vous, enfin, ce à quoi j'essayais de vous sensibiliser tout à l'heure, c'est la question de la collecte massive des données. C'est-à-dire ces sociétés collectent massivement de la donnée sur des individus avec des lois
américaine. En France, on a une sensibilité qui est un tout petit peu différente de par notre histoire, et en Europe de par notre histoire, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est beaucoup plus vigilant à la manière dont on collecte les données. Et donc, les questions de données et de capture de données sont au cœur de la loi européenne aujourd'hui vis-à-vis de ces GAFA. Donc, et moi, je crois beaucoup à l'alternative, à des modèles alternatifs européens où on rétablit une confiance sur les marchés en collectant de la donnée. Les gens accepteront qu'on collecte de la donnée, mais dans un climat de confiance. Deuxième question de Madame, au 5e rang. Bonjour, Sophie Desbois, j'encadre le digital et les études de marché chez Merck. Donc, merci pour cet exposé qui forcément résonne pour quelqu'un comme moi. Je voulais rebondir d'ailleurs sur la question de monsieur. Le fait qu'un des membres GAFA lance en Europe ce mois-ci la montre connectée, en l'occurrence Apple, nous amène à des réflexions, je pense. J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Quelles sont les 2-3 applications que vous voyez dans les mois qui viennent pour un annonceur ou un distributeur? Voilà, merci. Par rapport à la montre connectée, alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, la montre connectée, vous savez que Apple a lancé, indépendamment de la montre connectée, mais c'est quand même très lié, une application qui s'appelle Apple Health Kit, qui, aux États-Unis, va très loin. C'est-à-dire, aux États-Unis, dans certains États, donc l'Apple Health Kit, c'est une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. C'est une application qui permet de mesurer sa santé. Et aux États-Unis, dans certains États, si on ne se mesure pas entre 2 rendez-vous à l'hôpital avec cet instrument, eh bien, on n'est pas remboursé. Donc, ça va très très loin dans la mesure et dans la, je dirais, le modèle social que l'on veut avoir et le modèle de société qu'on veut avoir. Donc, la montre connectée, effectivement, là, je suis en train de développer une chaire et de lancer une chaire sur les objets connectés, justement, à l'Institut Mines Télécom. Donc, on va beaucoup travailler sur ces questions d'objets connectés. Sur les objets connectés, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui la technologie. La technologie existe. Il y a beaucoup de produits qui existent, en particulier les montres, mais pas que. Le problème qui se pose sur le marché des objets connectés aujourd'hui, c'est la question des usages, c'est la question des nouveaux services. En moyenne, un objet connecté, enfin en tout cas un objet sur soi, il est gardé 5 mois, 6 mois, et après on ne l'utilise plus. Donc comment on fait pour imaginer de nouveaux services et comment on fait pour développer des usages, alors développer d'abord l'adoption et puis des usages qui sont à moyen long terme. Donc pour répondre à votre question plus précise de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de services qu'on peut imaginer de manière géolocalisée dans un magasin autour de la montre connectée. D'accord. La question qui se pose si c'est Apple ou si c'est un autre acteur, c'est quand même où vont ces données, qui est propriétaire de ces données. Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit avec Apple ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser d'autres services? Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas se pose quand même la question sur les objets connectés, de où est-ce que vont les données. Voilà. Donc il y a tout à imaginer en termes de services. Merci. Même sur les montres connectées, le temps tourne. Je vais devoir prendre une dernière question, malheureusement. Une dame avait levé la main. Voilà. Si vous pouvez poser votre question brièvement, je vous en remercie. Merci. Par rapport à la capture de données que vous évoquiez tout à l'heure sur les usages consommateurs ou dans la grande distribution, finalement, ce que vous mettez en avant, c'est une capture de données, une analyse de données sur du passé. Donc, est-ce qu'on n'a pas un risque de tourner en rond et de bloquer l'innovation simplement par le fait de ne fonctionner que sur ce qui n'existe déjà, que sur ce que l'on sait déjà, en fait, enfin qu'on ne le sait pas, mais que l'on vit déjà? Oui, quand on fait des modèles prédictifs, on fait des modèles prédictifs sur le comportement passé des individus et ça donne des choses quand même qui sont relativement correctes. C'est pour... non, en innovation, justement, on regrette de travailler toujours sur des modèles qui sont de l'analyse de données du passé. Donc, c'est une question que je trouve légitime, effectivement. Oui, alors moi je reviens sur peut-être ce que je disais tout à l'heure. Bon, là c'est plus nos travaux, mais on s'intéresse
Alors, ce que je vous disais, c'est que les modèles prédictifs, en général, dans la grande distribution et dans le domaine de la grande consommation aussi, c'est on va prédire l'achat d'un individu en fonction de son profil et de son passé d'achat. Et donc, une alternative pour avoir des modèles plus performants, c'est de regarder les réseaux dans lesquels se trouvent les individus. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être un peu out of the box, de se dire c'est peut-être pas les bonnes données qu'on analyse pour prédire le comportement des gens. Il faut ajouter aujourd'hui d'autres données, et en particulier toutes ces données échangées par des individus sur des plateformes sur le web. Alors, j'ai peut-être pas répondu correctement à votre question. C'était pas tout à fait ça. Si, mais si on reprend avec le premier exposé qu'on a eu, on évoquait justement les tendances de certains consommateurs à aller vers d'autres systèmes. Tendances qui s'accordent avec le fait de ne pas forcément aimer avoir son profil sur Facebook, etc., etc. Donc finalement, on a l'émergence d'une société ou d'une part de société qui n'a pas forcément l'envie d'être cartée chez Carrefour, etc. Et ces gens-là, qui sont peut-être les gens qui ont une partie de la valeur d'achat, ne rentrent pas forcément dans ce modèle. Très bien, je crois qu'on a compris le sens de votre question. Très rapidement, s'il vous plaît, une réponse, parce qu'on va devoir oui, mais là, continuer. Du coup, on est complètement hors big data. Voilà, ce sont des individus sur lesquels il va y avoir probablement, avec le big data, justement, le fait qu'on collecte de plus en plus, des gens qui vont je dirais, sortir de ce système et ne pas du tout avoir de data. Là, faire des modèles sur ces individus, ça va être plus